Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Il y a 40 ans, le 9 octobre 1981, la France renonçait à la peine de mort. Cette volonté d'arriver à l'abolition a été portée bien sûr par François Mitterrand et par son ministre de la Justice, l'avocat Robert Badinter, mais aussi par de nombreuses autres personnalités comme notre invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Henri Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez plaidé pendant 65 ans. Vous êtes un tout jeune retraité puisque vous avez cessé le 31 décembre dernier et vous étiez considéré comme le plus grand avocat pénaliste français. Alors je sais que vous avez été très ému le jour où cette abolition a été votée, c'était donc il y a 40 ans, parce que vous êtes vous-même un fervent partisan de l'abolition depuis de nombreuses années, depuis votre adolescence. Est-ce que vous vous rappelez de votre réaction lorsque la décision a été prise? Est-ce que vous aviez suivi en détail tous ces discours de Robert Badinter devant l'Assemblée, devant le Sénat? Évidemment, j'ai été toujours un partisan de l'abolition de la peine de mort. J'ai beaucoup milité pour cela, en tant que militant de diverses associations. Et puis j'ai plaidé plusieurs fois pour des gens qui risquaient la peine de mort. J'ai eu la chance qu'aucun de mes clients n'a jamais été condamné à mort. Mais il est évident que quand cette période de 1981 est très émouvante, parce que il y a d'abord eu la prise de position de François Mitterrand. Robert Badinter, je le savais, c'était un vieil ami. Mais la prise de position de François Mitterrand a été déjà un choc. Et puis après, il y a eu le vote, le discours de Robert Badinter est très émouvant. Et puis surtout, le fait, on avait l'impression d'aboutir à quelque chose, d'arriver au port, ça y est, on a réussi. La France était le dernier pays européen et un des... On ne comprenait pas, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose d'effrayant que la patrie qu'on appelle la patrie des droits de l'homme, au moins la patrie de la Déclaration des droits de l'homme, n'abroge pas la peine de mort. Et ça a été un choc émouvant. On a eu l'impression qu'il y avait quelque chose de changé. Et je crois qu'effectivement, c'est un changement majeur. Comment expliquer que la France, d'ailleurs, était le dernier pays de ce que l'on appelait la communauté européenne, donc d'Europe occidentale, à abolir la peine de mort? Alors que, comme vous le disiez, on a tendance à se nommer, parfois un peu pompeusement peut-être, la patrie des droits de l'homme. Oui, enfin, on est en tout cas au moins la patrie de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, il est évident que c'est très curieux. Il y a eu une tradition dans la suite de la Révolution. Bon, faut noter par exemple que Jean-Jacques Rousseau, qui a été un grand inspirateur du contrat social, de ce qu'est devenue la République, était favorable à la peine de mort. Il l'a dit. Il a dit que son cœur murmurait, mais que c'était nécessaire, quoi. Il a repris le discours des anciens. C'est un droit naturel. Quand une partie de la société est contre elle, il faut la supprimer, etc. Et je crois que quand on lit, par exemple, le discours des révolutionnaires, il y a eu un débat très important. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui sont contre l'abolition de la peine de mort. Oui, ils vont ils vont faire une seule chose, ils vont égaliser tout le monde puisqu'il y aura la guillotine. Et Robespierre lui-même est contre la peine de mort, ce qui ne l'empêchera pas, bien entendu, d'être à la tête du comité de salut public quelques années plus tard, au moment de la terreur. Et vous parliez tout à l'heure du choc lorsque François Mitterrand, alors candidat pour l'élection de 1980, prend position contre la peine de mort. Il faut rappeler qu'avant d'être président, il a été ministre de la Justice. Et pendant qu'il était ministre de la Justice, il y a eu de nombreuses exécutions. Et il a refusé lui-même de gracier des dizaines de personnels qui étaient condamnés à mort. Je vais vous dire, je faisais de la politique à l'époque, pas mal. J'étais dans un parti qu'on appelait le PSU, avec Michel Rocard. Et moi, je me suis opposé à tout ralliement à François Mitterrand parce que j'avais un souvenir terrible dans ma jeunesse quand il avait été favorable à l'exécution d'Yveton en Algérie. Je me rappelle que ça m'avait choqué, je pensais... C'était un ouvrier communiste, c'était le seul Européen qui a été guillotiné en Algérie. C'est ça. Et François Mitterrand avait refusé de signer la grâce comme tous les autres, c'est-à-dire ministre de la Justice, il avait donné un avis favorable. Alors qu'il n'avait tué personne. Et ça, vraiment, c'était, pour moi, dans ma jeunesse, c'est quelque chose qui m'a secoué. Et le jour où Mitterrand dit que dans sa conscience, il est contre la peine de mort, donc qu'il va l'abolir, c'est une émotion, vraiment une émotion forte. Moi, j'en ai un souvenir ému. Après, c'est la suite. Après, c'est Robert Badinter, on savait bien, il a fait un très beau discours, etc. Mais là,
Ça, cette impulsion, ce jour-là, c'est quelque chose qui a beaucoup ému les gens comme moi. Est-ce que l'on sait ce qui a fait changer François Mitterrand? Écoutez, je pense que au fond, je crois qu'il a pris conscience, puisqu'il dit que c'est dans sa conscience, etc. Je crois qu'il était garde des Sceaux, il pensait donc comme tous, quoi, qu'il représentait l'État, que c'était un droit naturel, que l'État avait le droit de se substituer à toute vengeance privée, que les droits avaient le droit de se protéger, etc. Puis petit à petit, peut-être par les options politiques qu'il a prises, qui ont été de plus en plus à gauche, et surtout par les gens qui l'entouraient. Je pense que Robert Badinter, par exemple, a eu sur lui une influence, mais d'autres, certainement. Et vous dites, même les coupables méritent d'être défendus et donc de vivre. Et je vous cite, celui qui a avoué des choses terribles, on ne peut pas le laisser seul face au rouleau compresseur de la justice. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le restitue comme homme. Absolument. Le problème, c'est que ce sont des hommes qui sont jugés. Ils ont droit d'être jugés. Quoi qu'ils aient fait, ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains. Et cette idée, cette image terrible qui, moi, depuis mon enfance, m'obsède, d'un homme désarmé, que la société prend et coupe en deux, comme le rappelle bien Robert Badinter, c'est une image insupportable. Et lorsque j'ai défendu des hommes qui risquaient la peine de mort, je ne dis pas que toutes les fois où la peine de mort était demandée, elle était vraiment risquée, mais enfin, il y avait tout de même un risque. Mais quand la peine de mort était demandée et que l'on savait que les faits étaient particulièrement odieux, on les connaissait, les faits, on les avait vécus. L'idée qu'on allait couper en deux cet homme, moi je regardais leur cou pendant toute l'audience, enfin, il y avait quelque chose de terrible. Et donc, je crois vraiment que l'hostilité à la peine de mort, elle est profonde, c'est une espèce de négation d'un droit de la société, qui est un droit de tuer, et de tuer un homme désarmé. Et l'une des premières fois où vous défendez un homme qui a déjà, si ma mémoire est bonne, en 1967, été condamné en première instance à la peine de mort, c'était à Saint-Omer. Oui. Et vous avez plaidé avec panache ce jour-là, puisque vous avez lancé, vous le racontez dans vos mémoires, vous réclamez la tête de cet homme, monsieur l'avocat général, eh bien moi, messieurs les jurés, je vous défends de la faire couper. Oui. Alors ça a fonctionné, parce il n'a pas été condamné Absolument. À la peine de mort, mais vous n'avez jamais osé recommencer. Non, je n'ai jamais osé recommencer. Ça, c'est un excès de la jeunesse quand même, parce que, mais c'est bien, c'est bien, mais chaque fois que j'ai défendu quelqu'un pour une peine de mort, 6 fois, chaque fois, j'ai voulu recommencer et les mots se sont arrêtés devant ma bouche parce que j'ai pas osé. Et je me suis toujours dit d'ailleurs que si cet homme avait été condamné à mort, je me serais reposé ses propos, je me serais reproché ses propos d'une audace un peu excessive. Mais qui montrait en tout cas certainement la force, la violence de mon opposition à la peine de mort. Vous parliez tout à l'heure d'hommes coupés en deux, parce que c'est de cela dont il s'agit. Moi, par exemple, je fais partie d'une génération qui est née juste après l'abolition de la peine de mort. Jamais je n'ai entendu ou vu dans les médias ou connu dans ma société, dans ma vie, le fait d'avoir des gens qui étaient guillotinés. Parce que c'est ça, il y a moins de 50 ans, on coupait encore des gens en deux, en plein cœur de Paris. Ça nous paraît impensable, parce que ma génération et celles qui suivent, eh bien, on assimile la guillotine à la Révolution française, finalement. Et ça, c'était encore récent. Est-ce que vous pensez que, d'une part, il n'y aura plus de retour en arrière en France, on peut être tranquille de ce côté-là, et d'autre part, il y a la question de l'abolition universelle, parce qu'il y a encore environ 80 pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, dont une cinquantaine qui la pratiquent toujours? Bon, d'abord, c'est vrai que moi, je suis d'une génération, en plus de ça, j'avais 10 ans au moment de la libération, il y avait beaucoup de gens qui étaient condamnés à mort, c'était terrible. Et le matin, au petit-déjeuner, on prenait son petit-déjeuner, on entendait la radio disant qu'un type avait été coupé en deux à la santé. Et alors, ça faisait une discussion à l'école. Comme mes parents étaient contre la peine de mort, moi, je me battais aussi, c'est toujours les mêmes arguments. Et après, ça a continué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même le nombre des exécutions reculait. Et ça montrait bien que les gens avaient une mauvaise conscience. Ça faisait plusieurs années avant 80 qu'il n'y en avait plus, d'ailleurs. Petit à petit, le nombre des exécutés reculait. Il y en avait eu, il y a des moments où il y en a eu énormément. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le plan universel. C'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de pays qui exécutent. En Chine, c'est un secret d'État.
On ne peut pas dire combien il y a de condamnés à mort. Mais vous avez des pays comme l'Iran, où il y a véritablement des centaines de personnes condamnées tous les ans, l'Arabie Saoudite, bon, et les États-Unis, ce qui est terrible, parce que c'est quand même la première démocratie du Pas monde. plus tard qu'il y a quelques jours, d'ailleurs. Alors, mais aux États-Unis même, ça recule. Ça recule, et une des choses qui fait reculer, c'est que les États qui suppriment la peine de mort, on ne constate absolument pas une aggravation de la criminalité. Et la criminalité reste ce qu'elle est. Et donc, ça montre que la peine de mort ne sert à rien. Et il y a quand même des choses encourageantes aux États-Unis. D'abord, la Virginie, c'est-à-dire un État du Sud, vient de l'abroger. Donc on est plutôt sur une bonne pente. Merci beaucoup, Henri Leclerc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie aussi à votre livre que vous avez publié chez Fayard en 2017, La parole et l'action itinéraire d'un avocat militant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, d'autres informations sur France 24.